Et donc un jour, le 16 octobre 84, je suis en Alsace pour un fait divers, un type qu'on retrouve assassiné dans son coffre-fort, un notable dans la région de Mulhouse. Et le journal m'appelle et ils me disent: est-ce que quand tu rentres chez toi, tu veux pas t'arrêter dans les Vosges? On a retrouvé le cadavre d'un enfant dans une rivière. Et ça a l'air d'être un fait divers. On sait que tu aimes les faits divers, vas-y quoi. Et donc j'y vais et, je pense rester une journée ou deux. Et je vais rester en fait sans bouger un peu plus de 3 semaines. C'est-à-dire que je vais rester 3 semaines là-bas. Je prends une chambre d'hôtel et chaque jour j'appelle chez moi mon ami et je lui dis: écoute, je vais rentrer. Et chaque jour il se passe autre chose et je rentre pas. Et donc la première chose de ce fait divers, c'est d'abord une photographie, c'est-à-dire le soir à 21h30, à Dossel, dans la rivière, on retrouve le cadavre d'un enfant, les mains et les poignets ligotés, avec un bonnet en laine qui lui couvre les yeux. Et un pompier le sort de l'eau, le corps est encore mou, et il y a un photographe de la Liberté de l'Est qui s'appelle Patrick Gless. Sans Patrick Gless, photographe de la Liberté de l'Est, il n'y aurait jamais eu une histoire aussi forte. Elle ne se serait pas pérennisée dans le temps parce qu'il fait quelque chose que personne n'avait fait encore, il prend la photo. Et cette photo est tellement incroyable de ce corps d'enfant, la cagoule sur les yeux, etc., qu'elle va faire le tour du monde, quoi. Je crois que lui va être payé 20 € pour la photo, ou 20 €, enfin l'équivalent, qui est aujourd'hui libre de droit, qui est partout dans la presse. Et cette photo va attirer, parce qu'elle est fascinante, beaucoup de monde quoi, sur place, beaucoup de journalistes, d'autant qu'elle se double du fait qu'un corbeau a revendiqué le crime autour de 17h, 17h30, avant qu'il ne soit commis, en disant: j'ai tué le fils du chef, j'ai foutu son corps dans la Vologne, tu me retrouveras jamais, pauvre con, ma vengeance est faite. Et le lendemain du crime, ou le surlendemain, arrive à la poste des parents une lettre qui a été postée également avant la commission du crime, c'est-à-dire à 17h15 selon le cachet de la poste, en disant voilà, je suis vengé, on me retrouvera jamais, enfin qui reprend un peu les propos de l'appel téléphonique. On est face à un être ou à des êtres, on ne sait pas encore s'il y a un groupe de killers ou s'il est tout seul, diabolique, prévoyant, méthodique, qui nargue à la fois les journalistes, l'opinion, mais aussi les juges, mais aussi la famille, évidemment, la grande famille Villemain, Boll, Jacob, etc. On est dans un endroit très particulier puisque c'est un triangle entre Bruyères, Dossel, Lépange, Monzé. Enfin, c'est quoi? C'est 17 km sur 10 km sous forme de triangle. Très vite, des patrons de presse vont envoyer des journalistes. On est face à des gendarmes qui n'ont pas du tout l'habitude de ce type d'affaires, qui va très vite prendre des proportions importantes, parce que chaque jour, il va se passer quelque chose. Chaque jour, le premier jour, il y a une conférence de presse d'un capitaine qui s'appelle Étienne Sesmat qui dit cette affaire est beaucoup plus incroyable que vous ne pouvez l'imaginer. Un loup se cache dans la jungle et nous finirons par le débusquer. Donc des loups dans la jungle, déjà, c'est un peu compliqué, mais bon. Le lendemain, il y a une expertise en écrit. Enfin, il y a un premier couple de témoins qui sont dénoncés. On pense que l'affaire va s'arrêter là. Le surlendemain, il y a l'enterrement de l'enfant avec le cri déchirant de Christine Villemain. Ensuite, il y a les premières dictées qui sont faites, un peu comme dans le film de Clouzot, pour savoir, puisqu'il y a ces lettres de revendication, pour essayer en graphologie de déterminer tout ça, etc. etc. Je ne vais pas vous raconter évidemment ce soir toute l'histoire Villemain, mais vous savez que le père a ensuite tué ce qu'il pensait être l'assassin du fils, Bernard Laroche. Et aujourd'hui, on sait que vraisemblablement Bernard Laroche a participé au moins à l'assassinat. Ensuite, la mère va être accusée de ce crime. Toute la France, si on faisait des sondages à l'époque, si on a tendance à l'oublier, matraquée comme on l'était par des campagnes de manipulation, etc., va penser que la mère est coupable.
Marguerite Duras va venir mettre sa patte dans cette histoire, etc. etc. Moi, je me retrouve donc très jeune journaliste. Je vais être embauché parce que j'écris tous les jours. Et finalement, je leur coûte plus cher en pige que s'ils me salariaient. Et puis bon, je devais écrire des papiers qui étaient quand même pas trop nuls, puisque au mois de novembre, j'ai mon premier contrat à durée indéterminée. Donc une sorte de... J'étais, mais le plus heureux, malgré l'horreur du fait divers, le plus heureux des journalistes et des hommes, puisque j'avais un salaire, je faisais ce qui me plaisait, et j'étais complètement... ma vie alors j'avais une vie personnelle, évidemment, en dehors de tout ça, mais j'étais pleinement accompli dans ce travail, parce qu'en plus, comme je vous le disais, Libération avait cette faculté d'être un journal qui investissait dans l'écriture, quoi. Il y avait on nous laissait, il y avait tout un rythme, une sorte de rituel chaque jour et chaque fois pour vraiment bien écrire les papiers. Les lecteurs étaient demandeurs. Le journal était un journal qui était entre le journal et le magazine, où il y avait des pages courrier des lecteurs, il y avait des petites annonces, tout ça fonctionnait. C'était une entreprise qui commercialement marchait aussi. C'était pas florissant, mais on était tous payés égalitairement. Il n'y avait pas de publicité. Enfin bon. Et puis petit à petit, évidemment, le journal va changer. Les lois économiques, enfin, je pourrais revenir là-dessus dans un deuxième temps, mais ce que je voudrais dire, c'est que je suis toujours le journaliste que j'étais à cette époque-là. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de recul par rapport à la situation. Comme tu le disais, j'essaie de ne pas me faire trop entraîner. C'est très compliqué d'être journaliste parce qu'il faut à la fois être à l'écoute des autres, être ouvert, être tolérant, avoir du liant, avoir confiance aux hommes qu'on rencontre, et en même temps d'être d'une grande méfiance, c'est-à-dire ne pas croire tout ce qu'on vous dit, avoir toujours une sorte de distance bienveillante, quoi, et une grande curiosité. Donc en fait, c'est qualités peut-être que j'avais à l'époque, j'ai essayé de les préserver. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a rien de pire qu'un journaliste influençable, quoi. Ça doit être la profession qui doit être la moins influencée qu'il soit. Et donc, c'est pas parce qu'on vous répète 50 fois la même chose, si vous y croyez pas, il faut pas y croire, quoi. Un journaliste doit avoir d'abord une qualité, c'est avoir un fort intérieur, quoi. Un fort intérieur avec un T et santé. Donc voilà, moi je savais pas tout ça à l'époque, mais en fait c'est ce qui a fait ma liberté, c'est ce qui a fait finalement quelque part mon originalité. Et ça, je le dois peut-être à ma formation de journaliste, au grand voyage que j'avais fait avant, etc. Et à cette idée que je devais pas écouter non plus le regard des autres. Enfin, c'était quelque chose d'assez particulier. En même temps, sans doute aurais-je été plus vite ou mieux si j'avais eu un enseignement adapté à ce genre de choses, ou des enseignants passionnés, enfin, etc. Mais dans les écoles de journalisme, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais j'ai vu ça dans différentes écoles de journalisme. J'ai souvent vu des enseignants ou des professeurs plutôt blasés, des étudiants qui s'ennuyaient, une sorte de passivité, des choses comme ça. Et ça crée de mauvais journalistes aussi, parce que ça crée beaucoup de déception, et ça fait qu'à la fin on découpe des dépêches d'agence où on est fatigué avant de commencer ce boulot, quoi. Et alors, ce que je dois dire aussi, donc je fais des allers-retours entre le passé et le présent, c'est que c'est sans doute plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque. Je dis ça sans nostalgie parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous invite d'ailleurs à voir, parce que je suis aussi producteur de documentaires, j'ai produit et réalisé avec Nina, ma fille, qui sort d'une école de journaliste, un documentaire qui s'appelle Journaliste 2.0, qui est un documentaire dont on retrouve les 4 épisodes sur le site de France 4. Vous tapez Journaliste 2.0, mon nom ou le nom de Nina, et vous allez dans les archives, vous avez les 4 épisodes. Et quand je faisais ce documentaire, j'ai voyagé dans des écoles de journalistes, en particulier en Bretagne. Enfin, j'ai un peu étudié cette profession, quoi, dans l'idée de rendre compte dans mon documentaire. Et je me suis rendu compte que un des premiers trucs qui m'a énormément surpris, c'est la quantité de candidats dans les écoles de journalistes en première année, quoi. J'ai le souvenir je crois que c'est Lannion en Bretagne, il y a un IUT de journalisme. Je pense qu'il y avait
j'ai plus les chiffres, mais je les donne dans le documentaire, plus d'1 millier de candidats pour 30 places, quoi. C'est beaucoup plus qu'en médecine, beaucoup plus que. Et donc, ce qui est très étonnant, c'est que malgré les campagnes de presse contre les journalistes, bien que je sais qu'au moment où je faisais ce film, aux États-Unis, il y avait eu un sondage, le sondage d'un site de petites annonces qui était le deuxième site le plus important des États-Unis. Donc, ils avaient fait un sondage sur les professions les plus aimées et les professions les plus décriées, quoi. Il y avait 30 professions et les plus aimées et les 30 les plus décriées. Et le souvenir que j'ai, c'est que le journaliste, c'était la 29e dans les plus décriées. C'est-à-dire que plus personne n'avait envie d'être journaliste. Et c'était un moment où la crise économique avec le numérique et tout était importante aux États-Unis. Donc en France, on conservait cette idée que c'était une profession intéressante, puisque des tas de gens, et quand on interroge, c'est marrant parce qu'il y avait deux types, parce qu'après j'ai fait aussi, quand j'ai un peu aidé mes amis à créer le diplôme de web journaliste, comme ça, c'est pas un sondage qui vaut grand-chose, mais dans les motivations des jeunes journalistes que je voyais débarquer pour passer le diplôme de web journaliste, il y en avait une grande partie voulait être journaliste sportif et avait comme image, comment il s'appelle, le type qui présente non, pas Thierry Roland, pas du tout. Non, le type qui présente le Canal Football Club à... Comment ? Hervé Matou. Voilà. Et il voulait ou être Hervé Matou, ou alors il voulait être Albert Londres, et c'était ou de l'investigation comme Plenel, ou comme moi, ou comme d'autres. Ils avaient ces images-là. Et puis il y avait, à l'opposé, on va dire, il y avait ceux qui voulaient être Hervé Matou. Et c'est pas un mal d'être Hervé Matou, j'ai rien contre lui. Enfin bref, il y avait ce type de motivation, mais la motivation de journalistes qui voulaient changer le monde, faire de l'investigation, etc., était très importante. Et évidemment, le principe de réalité fait qu'après, c'est difficile après de faire. On ne peut pas reproduire ce que font des gens comme moi ou d'autres, quoi. Mais en même temps, ça fait partie de la culture de ce métier, quoi. C'est le Watergate, c'est tout ce qui fait les grandes heures du journalisme. En tout cas, l'affaire de la Vologne a été ça a été plus qu'une école de journalisme pour moi, quoi. C'est d'abord une école humaine, parce que j'ai vu à quel point j'ai vu le business qu'il y avait derrière le journalisme, les vendeurs de papier, les journaux qui étaient là. J'ai vu la cupidité, j'ai vu la cupidité des hommes aussi, j'ai vu leur rapacité, j'ai vu et écrire quand autour de vous il y a la foudre, les orages, les passions, etc. Et garder du sang-froid, comme dirait Truman Capote, ça demande un certain nombre voilà, ça demande du sang-froid et ça demande des qualités, enfin des qualités. En tout cas, moi, je pense que j'ai appris et désappris le journalisme dans la Vologne. Mais quand je suis sorti de ces années de passion, parce que je dis des années, parce qu'après les 3 mois, il s'est passé beaucoup d'événements, mais c'est ces 3 mois-là, les 3 mois des premiers temps qui étaient importants. Je suis pas sorti pareil, quoi. J'étais à la fois, ça vous forge et ça vous... mais j'ai gardé cette ouverture d'esprit, quoi. Et après, effectivement, j'ai beaucoup aimé j'ai fait beaucoup de procès d'assises. Donc c'est ce qui me passionnait le plus finalement. J'adorais aller dans des procès d'assises ou faire des faits divers, aller dans des régions. Et il y avait des crimes. Et souvent les crimes sont des révélateurs de société où on est, quand on est dans la Vologne par exemple, on est dans un endroit qui est très paupérisé. C'est vraiment du lumpen prolétariat, c'est-à-dire que c'est pas les Vosges touristiques, etc. C'est l'endroit où c'était au lendemain de la crise des filatures. Donc il y avait déjà des taux de chômage qui étaient beaucoup plus importants que partout en France. Et donc, ça crée des conditions de vie très dures, ça crée des mentalités très particulières. On ne le retrouve pas que dans les Vosges, mais c'est des endroits quand même assez particuliers. Et quand il y a des faits divers, voilà, on s'imprègne de ces lieux et on essaie d'écrire autour de ça, quoi. Et moi, j'adorais, enfin, l'écriture. C'est d'ailleurs, avant d'être journaliste, je suis écrivain. C'est-à-dire, c'est ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéresse, c'est d'écrire, quoi. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que assez tôt, j'ai frustré de ne pas avoir assez de place à Libération. J'ai commencé à réécrire un peu pour Actuel, et puis à beaucoup écrire pour un magazine, un mensuel qui s'appelle Rolling Stone, où j'ai écrit d'ailleurs ce papier qui s'appelle Les Mémoires d'un rat, où je raconte les dessous des cartes dans l'affaire de la Vologne, quoi. Et donc après ma période fait divers, etc., je me suis rendu compte
que, à l'instar de ce que disait Albert Londres, si je veux mettre la plume dans la plaie, il faut que j'aille où personne ne va, quoi. Et à la fin des années 80, en France, il y avait très peu d'affaires de corruption. Et il se trouve que pas très loin de la ville où j'habitais, le vice-président du Conseil général, qui s'appelait Jacques Gossot, était un immense magouilleur. Je peux le dire aujourd'hui. À l'époque, je l'avais écrit, j'avais eu un procès en diffamation que j'ai perdu. D'ailleurs, c'est le premier que j'ai perdu. Et ce Jacques Gossot avait mis en place un système de corruption très élaboré à partir des hypermarchés. C'est-à-dire que les hypermarchés, pour se créer, avaient besoin de passer par des commissions d'urbanisme et de commerce. C'était la loi. Et ces commissions étaient un nid à corruption. Et donc les consommateurs étaient in fine ceux qui payaient, qui payaient les pots de vin, les valises qu'empochaient les politiques. C'est comme ça que Carignan est tombé, c'est comme ça que Michel Noir est tombé, c'est comme ça que tu parlais de Léotard, mais Longuet. Après, ça s'est raffiné, quoi. Il y a eu Longuet, il y a eu ce genre de... J'ai vu la touffe de Lefred. Salut Lefred.